Donc, bienvenue aux Arts du Mouvement. Moi, je m'appelle Mathieu Nogier. Je suis ici en tant que corps en conscience. Et je partage ce lieu avec la compagnie Virago, qui est avec la directrice artistique qui est Manon Caz. Et là, ce soir, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu plus mon parcours, ce qui m'amène justement à vouloir partager ce lieu ici avec une compagnie de danse et d'art chorégraphie, alors que moi je viens d'un milieu plus thérapeutique, du domaine de la rééducation, avec à la base un diplôme de kinésithérapie. Donc je vais parler un petit peu de mon parcours pour vous dire pourquoi de fil en aiguille je suis arrivé à vouloir m'ouvrir à ça et à quel point il y a un intérêt profond pour moi par rapport aux transformations de la société qui sont en train de se faire très fortes en ce moment. Alors je vais commencer par une petite anecdote qui est très personnelle, mais j'avais 23 ans, j'avais fini mes études de kinésithérapie, j'étais parti 2 mois en voyage, je suis revenu de voyage, j'étais dans ma voiture, et puis quelque chose est tombé à droite du siège. J'ai essayé de me pencher, mais j'ai pas pu. Le corps était bloqué. Donc à 23 ans, ayant fait des études de kiné, je me suis rendu compte que là, j'avais besoin d'aide. J'étais vraiment verrouillé. À partir de là, j'avais tout un outillage que j'avais appris. Je connaissais des personnes qui pratiquaient de la kinésithérapie. Donc j'ai commencé à me soigner. Et puis j'ai utilisé toutes les techniques, on va dire, classiques de kinésithérapie. Et à un moment donné, je me suis senti encore coincé. L'évolution ne se faisait pas suffisamment. Alors après ça, j'ai cherché d'autres méthodes qui sont de la spécialisation dans la kinésithérapie. Et je suis tombé sur la rééducation posturale mésière. À partir de là, j'ai commencé à être traité de cette manière-là. Puis après avoir éprouvé ces soins et ressenti tous les bénéfices, je me suis formé à cette manière de travailler qui a une vision tout à fait acceptée dans le monde de la kinésithérapie, mais qui a un point de vue un petit peu plus particulier, qu'on ne traite jamais une zone du corps ou une pathologie en particulier, mais c'est une personne qui vient avec une trame interne, une manière de vivre sa posture, un développement psychomoteur qui a donné une certaine manière de se déplacer, d'utiliser son corps. Et en fait, on part de là, et le symptôme est quelque chose qui est pris en compte, mais qui est un peu secondaire. C'est-à-dire que cette structure, c'est-à-dire que la personne va être modelée d'une certaine manière, et on part de cette, comment cette personne incarne ce corps, ces tissus mous, cette tension musculaire, et en cherchant à dénouer dans l'ensemble du corps, de recréer des espaces, la personne, généralement, au bout d'un moment, a certains symptômes, pas forcément ceux qu'elle désirait, mais qui disparaissent. Donc je me suis ouvert à cette vision-là, et je me suis rendu compte du coup que le symptôme n'était pas que mécanique. Donc revenant à mon parcours personnel de cette compréhension-là, je me suis dit ok, d'accord, et pour vous donner un petit peu un topo, la kinésithérapie, le monde de la rééducation, s'est vraiment développé et est né en fait après la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de casses, les gueules cassées, et il fallait remettre les gens d'aplomb pour pouvoir revenir au travail et à nouveau revivre leur corps avec de la mobilité. Donc tout un champ s'est développé, le monde de la rééducation a commencé à naître, avec toute la technique qui a commencé à apparaître, et la kinésithérapie s'est énormément agrandie dans un éventail gigantesque. Ça veut dire que maintenant, à l'heure actuelle, aucun kinésithérapeute ne peut faire tout. Il a une nécessité de se spécialiser dans un domaine. Par exemple dans la pédiatrie, dans les problèmes respiratoires, ou dans la kinésithérapie du sport. Parce que le champ est tellement vaste qu'on ne peut pas tout faire. Après cette période-là de développement de la technique, en même temps aussi, il y a eu le développement du confort. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde maintenant où on a énormément de technologies qui nous amènent énormément de confort. Et on n'est plus dans une logique où il faut réparer des gens qui sont cassés, mais des gens qui ont une évolution dans une vie plus ou moins confortable, où il y a toujours des gens qui sont blessés par des accidents, par des traumatismes, mais globalement, en fait, on a une assez grande sécurité corporelle dans notre manière de vivre. Et bien, en même temps qu'il y a eu cette évolution du confort, ça fait à peu près une vingtaine d'années, il y a eu une évolution de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui sont en train de grimper en flèche. C'est une question de santé publique majeure.
parce que ça, en termes de soins, en termes de coûts de soins, en termes d'arrêt de travail, en termes de maladie professionnelle, c'est quelque chose qui est impressionnant et qui se développe de plus en plus. Donc à la fois, on a gagné en technique, la kinésithérapie est devenue de plus en plus efficace, mais en même temps, les cabinets sont aussi saturés de ces troubles musculo-squelettiques. Et le ministère de la Santé, par-dessus tout ça, a dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ben, en fait, ils se sont rendus compte que l'un des éléments qui allait être le plus important, c'est d'être la prévention. Et plutôt que de guérir les maux, c'est d'aller vers une autonomisation des gens. C'est-à-dire une transmission pour les gens qui font des soins, qui deviennent de plus en plus actifs, qui apprennent, qui comprennent comment fonctionne leur corps, plutôt que de venir consommer un soin quand c'est un excès de tension ou un blocage qui arrive. Donc, du coup, moi j'étais dans une vision déjà de kinésithérapie où on ne cherchait pas forcément le symptôme. Que ce corps, il était beaucoup plus large que simplement une douleur quelque part. Et en plus, le ministère de la Santé commence à vraiment développer cette question de la prévention et de ce qu'ils appellent, en anglais, c'est le self-management, mais c'est à s'amener à l'autoréducation. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose que j'ai envie de développer là-dedans et qui est très important pour moi maintenant, c'est j'ai appris beaucoup de choses, je les ai beaucoup pratiquées pour moi parce que j'ai appris à me dénouer parce que je venais d'un corps souffrant aussi, donc je partageais aussi avec les gens que je soignais cette difficulté, je la comprenais à ma manière. Et dans mon parcours personnel, la pratique d'exercice et surtout le fait de me rendre compte que c'est comment j'amenais les exercices, comment je les vivais, comment j'arrivais à intégrer cette technique pour la faire à ma manière. Là, c'était quelque chose de vraiment efficace parce que j'avais un bras de levier que je pouvais utiliser au quotidien, que je pouvais transmettre. Et là, c'est posé la question de la transmission. C'est posé la question de la transmission parce qu'il y a un gros vide entre une personne qui vient pour se faire soigner et une personne qui vient et qui a envie d'apprendre. C'est comme si on donnait un poisson à quelqu'un ou on apprenait à quelqu'un à pêcher. Et finalement, apprendre à pêcher, c'est beaucoup plus intéressant que simplement donner un poisson quand la personne a faim. Et de tout ça est sorti, ok, j'ai vraiment envie de transmettre tout ça. De dire quelles sont mes connaissances, comment je les pratique, et de les partager avec les gens, et comment les gens, eux, en les tricotant à leur manière, en les vivant à l'intérieur, comment ils peuvent se créer un répertoire de pratiques, afin d'apprendre à se dénouer eux-mêmes. Donc là, je vais vous parler d'un fonctionnement du corps qui est bien compris maintenant, c'est qu'on a ce qu'on appelle un réflexe antalgique a posteriori. Ça veut dire par exemple qu'il y a du feu, si j'approche ma main, je me brûle, je ressens la douleur et je retire ma main. Ça veut dire que, a priori, c'est-à-dire que je ne savais pas que cette flamme allait me brûler. Pardon, a posteriori. Réflexe antalgique a posteriori, je me trompe. C'est-à-dire, il y a une flamme, et je mets ma main sur la flamme, et a posteriori, après avoir été brûlé par cette flamme, je retire ma main, parce que je me rends compte qu'elle m'a brûlé. Ça, c'est un réflexe qu'on connaît très bien, on se coupe, la douleur arrive, on retire la main de l'endroit ou du danger. Mais il existe aussi un autre type de réflexe qui est très profond, qui fonctionne en permanence chez nous, c'est le réflexe antalgique a priori. Ça veut dire que le corps ne ressent pas la douleur, mais il empêche le mouvement. Il verrouille la respiration, il verrouille la capacité motrice, c'est-à-dire la commande motrice est empêchée parce qu'il pourrait déclencher de la douleur. Et toute notre construction, depuis qu'on est petit, est structurée sur ces deux réflexes. Un réflexe d'apprentissage où, après avoir vécu une douleur ou un traumatisme, on apprend une manière de s'en réchapper, de s'en protéger. Mais aussi tout un tas de stratégies où on se structure pour des douleurs qui pourraient arriver mais qui n'existent pas. Quand on fait une pratique corporelle régulière, personnelle, où on investit des outils, en fait, on se rend compte, en pratiquant, qu'on découvre des tas de zones qui ne bougent pas, qui sont douloureuses, qui sont dans un état inconnu.
avec des sensations qui peuvent parfois même faire peur, mais que petit à petit, on va enlever des couches de réflexes de protection pour découvrir ces zones et laisser à nouveau la mobilité se créer à l'intérieur. Donc ce réflexe antalgique a priori est un réflexe qui structure énormément notre posture. Et il est possible, du coup, par un apprentissage de technique, de pratique, d'aller chercher à l'intérieur, de refaire vivre ces zones corporelles et de dégager de plus en plus de couches de compensation. Une épaule qui monte, un cou qui a un peu plus tendance à se pencher, une hanche qui vient tourner vers l'intérieur, une démarche particulière qui apparaît. Tout ça, ce sont des accumulations de réflexes antalgiques. Et si à un moment donné, on ne s'arrête pas, on n'est plus dans une exigence extérieure de mouvement, il faut faire les choses, on a une exigence sur un corps outil, mais si on s'arrête et qu'au contraire on vient dans l'exigence corporelle, qu'on dit tiens, si je vais dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur? Du coup, on va aller chercher, grappiller toutes ces zones qui ne répondent plus à la commande motrice volontaire. Et ils entrent dans un système de commande motrice involontaire. C'est pour ça que je vous ai mis un petit tableau derrière, un tableau que j'apprécie énormément. C'est une planche du système nerveux autonome. Donc notre système nerveux, il est complexe et on a le câblage qui est assez bien connu. Il y a la colonne vertébrale avec la moelle épinière à l'intérieur, puis à chaque étage vertébral, un nerf part. Et le câble va aller à la périphérie, soit pour envoyer une information motrice, ouvre les doigts, ou soit pour une sensation. Par exemple, le fait de toucher, les informations passent par les câbles et remontent. Donc ça, c'est le système nerveux périphérique. Puis tout ce système vient au niveau du système nerveux central, qui est fait par la moelle épinière, le cerveau, pour faire simple. Tout le cerveau et toute la moelle épinière, c'est le système nerveux central. Donc ça va être un système de traitement des données, des informations, et puis aussi des fonctions cognitives et supérieures. Et puis il y a un autre système nerveux qui est connu depuis très longtemps, qui est très bien étudié et qui est très peu expliqué, c'est le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il fonctionne greffé sur les deux autres systèmes nerveux et il va aider en particulier tout ce qui est le système viscéral. Donc que ce soit au niveau de la gorge, des sinus, toute la cage thoracique, l'abdomen, le bassin, le petit bassin. Et tout ce système nerveux, comme il est autonome, il va fonctionner d'une manière inconsciente. Donc il ne va pas nous demander notre avis. Il va gérer la tension artérielle, le rythme cardiaque, la transpiration, le veille, l'état de veille, de sommeil. Il va gérer aussi la posture, le rythme respiratoire. Il va avoir énormément de fonctions. Et il travaille toujours en collaboration avec le système nerveux central. Et ce système nerveux, par le travail postural, par le travail de mobilité corporelle, va être stimulé et va entrer en communication avec le système nerveux central. Et lui va stocker énormément de réflexes antalgiques parce qu'il va se défendre. C'est son système, il est archaïque, c'est le système nerveux autonome qu'on retrouve chez les reptiles depuis très longtemps. Et ce système nerveux-là, en fait, on peut l'entendre. C'est ce qu'on appelle le mouvement interne. Il a un mouvement propre, autonome, mais en prenant conscience, en le travaillant, en l'écoutant, il développe en nous une capacité de savoir à l'intérieur dans quel état on est. Ce système nerveux autonome bombarde en permanence les centres supérieurs d'information pour dire dans quel état viscéral on est, dans quel mouvement interne on est. Je prends un exemple très simple. La personne qui se lève le matin, qui se penche pour ramasser quelque chose qui est tombé à terre et qui se coince le dos, c'est pas quelque chose qui arrive spontanément comme ça. Le corps, en fait, c'est quelque chose qu'il a préparé pendant des années, en accumulant des compensations,
en stockant de multiples traumatismes. Et le corps a les meilleurs systèmes de protection possibles. Mais si on ne lui donne pas un espace-temps pour le dénouer, pour l'écouter, pour voir comment il va générer ses mouvements internes, il va fonctionner de manière autonome, automatique. Donc, il nous sert très bien parce qu'il compensera mieux que toute manière mentale de gérer le corps, ça c'est sûr. Mais par des outils, par des techniques corporelles, on peut aller le retrouver, réécouter ce mouvement interne, l'amplifier et dénouer petit à petit, en apprenant, comme on puisse apprendre à faire du vélo ou à jouer au tennis, à écouter ce mouvement-là. Donc c'est tout l'enjeu qui, pour moi, me passionne en ce moment. C'est après avoir passé des années à pétrir mon corps, à avoir écouté, à avoir passé des heures avec des patients, à écouter ses mouvements, regarder comment ils s'expriment, le partager avec des patients, les gens qui me font des retours, qui m'ont énormément appris en retour sur la manière d'amener ce mouvement et de l'écouter. Et surtout aussi de me dire, c'est dommage que ça reste qu'entre ces quatre murs et que j'ai envie de le partager de manière plus grandement et de transmettre. Donc l'un des objectifs de ce projet de corps en conscience, c'est aussi de pouvoir transmettre ce savoir-faire que j'ai élaboré par le biais de la kinésithérapie et ensuite aussi par le biais de l'ostéopathie et de la médecine chinoise traditionnelle, qui m'ont amené une ouverture un petit peu plus large et qui rejoint complètement un modèle du ministère de la Santé qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Et ce modèle biopsychosocial qui est enseigné dans tous les instituts de formation en massokinésithérapie fait un conflit interne chez de nombreux kinésithérapeutes qui se rendent compte que faire une demi-heure ou une heure de soins dans un cabinet, alors que 90% autres du temps, ce développement de la conscience corporelle est peut-être mis de côté, c'est très dommage, parce qu'en fait, ces 90% autres du temps sont aussi des moments où on alimente ces systèmes de tension interne, ces tensions musculo-squelettiques. Ces tensions musculo-squelettiques qui sont actuellement 60% des prescriptions de kinésithérapie sont en lien avec les tensions musculo-squelettiques. Donc ça veut dire que c'est de la pratique courante, quotidienne, de masse pour la rééducation. Et ces tensions musculo-squelettiques, comme la personne qui se baisse pour ramasser quelque chose au sol qui se bloque, c'est pas né dans cet instant-là, ça a une genèse, ça a une histoire, ça se construit. Et peut-être, je l'espère, qu'en transmettant du coup plus d'informations sur le fonctionnement du corps, sur la biomécanique du corps, sur la relation entre la tâche et aussi la réponse neuromusculaire. C'est-à-dire qu'en rééducation posturale, en Qigong, qui est la base de la pratique en médecine chinoise traditionnelle, ce qui est recherché, c'est pas exécuter une tâche en faisant un mouvement, c'est comment on fait ce mouvement et comment ce mouvement on le commande neurologiquement à l'intérieur. Donc en médecine chinoise, il y a aussi une vision énergétique, il y a des circuits énergétiques, mais ils ont aussi toute une logique de l'intention du mouvement, de la manière de le faire. Et le but peut être atteint en forçant, en se crispant, mais peut-être que le même but peut être atteint en utilisant le mouvement corporel dans son ensemble. Ça veut dire que le mouvement n'est pas simplement une commande volontaire, c'est une association entre une commande volontaire, mais une trame interne, une structure interne, qui est ce qu'elle est à l'instant T. Et l'art de bouger avec ces tensions et ces déformations, c'est aussi l'art de vivre le quotidien comme autant d'occasions de se dénouer. Et ça rentre parfaitement dans le cadre de la prévention, du coup. Peut-être qu'il est plus intéressant d'exploiter notre corporel plutôt que d'aller voir quand il bloque. Et peut-être qu'il est plus intéressant aussi
d'apprendre petit à petit à savoir comment il bouge plutôt que de s'en occuper quand on est bloqué. Donc voilà tout l'intérêt de mon projet de transmission de savoir-faire, transmission de technique, transmission de présence aussi, parce que c'est une présence au corps. J'ai eu envie aussi à un moment donné de me dire, ok, bon, il y a cette vision thérapeutique du corps, mais il y a aussi une vision expression corporelle. Et du coup, corps en conscience, qui part de cette vision plutôt thérapeutique, s'est mêlé sur ce lieu ici avec la compagnie Virago, qui est une compagnie de danse, donc c'est une vision artistique, c'est une vision de création, de chorégraphique du corps. C'est une vision qui est pas radicalement différente, mais qui est pour moi très complémentaire dans l'exploration du mouvement du corps. Je partage ce lieu avec Manon Caz, qui est la directrice artistique de la compagnie Virago. Et ici, on va mêler et voir comment ces différents champs peuvent se connecter les uns aux autres. Comment l'expression corporelle, c'est-à-dire non plus une écoute de ce mouvement interne, des exercices spécifiques, mais aussi comment ce corps, par son expression artistique, peut débloquer ces mouvements internes. Donc il y a un atelier qui s'appelle Structure en mouvement. Donc justement, ça part de cette idée qu'on a une trame interne, une manière de se positionner qui est personnelle à chacun, mais que ça bouge. Donc ça veut dire qu'elle peut changer de forme dans le temps. Et sur cette structure, qui a une forme particulière, mais qui a une possibilité de bouger, je vais avoir 3 axes différents pour aborder ça. Un premier axe qui va être un peu théorique, par exemple, expliquer l'anatomie, tout simplement. Comment fonctionne une épaule, comment fonctionne un diaphragme, comment fonctionne la mécanique respiratoire, donner des images, dessiner des schémas, répondre à des questions sur le fonctionnement biomécanique du corps, sur une réelle transmission du coup de connaissances. Donc c'est une partie qui est un peu plus théorique. Donner des outils aussi de kinésithérapie, les expliquer, des outils de rééducation, transmission de connaissances. Il va y avoir une partie où ça va être aussi une transmission de pratique. Ça veut dire où chacun va s'approprier ses connaissances et ses techniques, les faire soi-même. Et moi, je vais être là justement pour, en fonction de la structure de la personne, c'est-à-dire comment sa trame est faite, comment son mouvement est possible, d'aiguiller, d'aider les gens à intégrer personnellement ces connaissances, qu'elles soient utiles, et à intégrer personnellement la manière d'utiliser ces techniques. Et le dernier axe, après, c'est un axe où c'est à la suite, une fois que ces connaissances commencent à être intégrées, transmettre de manière personnelle des pratiques qui vont être utiles pour la personne en particulier. Libération émotionnelle, c'est un autre atelier où par contre c'est plus moi qui vais mettre de ma patte. Ça veut dire qu'il y a un thème de travail qui va sortir en fonction de chacun, une problématique en particulier. Autour de cette problématique et de la personne qui a cette demande-là, je vais mettre en place un soin. Et ce soin va être partagé avec le groupe. Pour que chacun puisse l'aborder aussi. Alors, dans le contexte en particulier, en ce moment, comme il y a à la base, je n'avais pas de problématique de limite pour le contact, par exemple, parce que cet atelier-là allait être vraiment aussi un moment donné où les gens allaient pouvoir pratiquer des techniques pour se soigner, justement. Mais dans cet atelier-là, libération émotionnelle, c'est vraiment dans comment, en groupe, sur une problématique particulière, on va travailler sur la libération du mouvement et de l'émotion qui est avec ce mouvement. Parce que tout mouvement qui s'arrête, qui est douloureux,
il y a toujours une émotion qui est en lien avec ce blocage-là. Par émotion, je vois quelque chose de large. Émotion, ça vient en fait du terme anglo-saxon qui veut dire emotion, c'est-à-dire la mise en mouvement. Et au niveau du système nerveux central, l'émotion, c'est pas simplement peur, joie, colère, tristesse. C'est aussi toutes les sensations de mouvement interne qui vont nourrir notre système nerveux de sensations et qui vont se mélanger après avec la perception qu'on a de notre corps. Donc, du point de vue neurologique, l'émotion est une palette extrêmement large et elle est indissociable du mouvement des tissus. Donc, libération émotionnelle, il y a un côté un peu plus particulier que c'est aider vraiment dans la problématique posée une personne pour libérer un mouvement avec une proposition plus ciblée pour une douleur, une gêne ou une demande particulière. C'est moins un thème de travail où je vais développer des thèmes de fond, donner des outils à apprendre et à manipuler. Là, ça va être plus une problématique particulière dans laquelle on va rentrer pour aller dénouer dans l'instant le tissu et l'émotion qui est en lien avec ce tissu. Et après, il y a un dernier atelier qui est posture, assouplissement et mobilisation corporelle. Là, par contre, c'est vraiment l'envie du jour, avec toute une palette de techniques qui vont aller du Qigong, l'art des étirements, les mobilisations des nerfs, ce qu'on appelle les mobilisations neuroméningées, le travail postural, qui sont vraiment les grands axes que je vais utiliser dans cet atelier. Et là, c'est à chaque jour, il va y avoir une pratique qui va être abordée avec un enchaînement de techniques. Et ça va être un moment où chacun va pouvoir s'approprier cette technique-là, mais sans faire un travail spécifique comme en libération émotionnelle. C'est-à-dire que s'il y a des problématiques particulières, c'est un moment où chacun investit cette manière de travailler comme il le fait, mais sans que je vienne chercher plus profondément ou le mettre en circulation dans le groupe. Et ça sera vraiment au goût du jour. Ça se construit sur le moment en fonction des différentes palettes de techniques que je vais aborder dans l'atelier. L'entretien du corps, c'est principalement pour les seniors. Là, c'est un travail beaucoup plus doux, beaucoup plus simple. Il y aura moins de techniques. Ça va être plutôt un cours où on va suivre des mouvements, des enchaînements pour se dénouer, mais sans enjeu profond. Voilà, ça va être une pratique pour aborder vraiment les personnes qui ont envie d'entretenir la mobilité avec des techniques douces et simples. Eh bien, merci de vos présences, de m'avoir écouté. Et puis, je vais faire une toute petite pause et puis après, je vais revenir avec vous pour échanger, pour prendre un peu le temps. Et puis merci d'être venu. Merci.